4380 jours. C'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Nous aurons peut-être l'immense joie de profiter de certains d'entre eux pendant de nombreuses années supplémentaires, et la tristesse abyssale d'en perdre d'autres bien trop tôt à notre goût. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perdons pas de temps avec des théories vaseuses et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand. Je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis le 1er avril 2019. Par le biais de mon entreprise Aura, accompagnement du chien de famille, j'ai pour vocation à aider les particuliers à développer leur relation avec leurs chiens, à mieux les comprendre et à leur permettre d'avoir une place pleine et entière au sein du foyer. Dans ce podcast, j'aimerais rendre honneur à celle que j'étais à 17 ans, celle qui avait soif d'apprendre mais qui n'a eu à sa disposition que des conseils défaillants. Je vous propose donc ici des ressources gratuites, développées et nuancées, exprimées avec beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, pour permettre à toute personne intéressée de mettre un pied dans l'éducation canine sans y laisser des plumes. Et puisque la carte ne fait pas le territoire, j'inviterai à mon micro des professionnels de tous horizons pour une vision pluridisciplinaire et en 3 dimensions de nos partenaires canins. Parce que 4380 jours seront toujours trop courts, utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4380 jours, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, accrochez vos ceintures parce que, comme tout premier épisode, j'ai décidé de taper fort. J'ai décidé de mettre directement les mains dans la bouse, comme ça on y va ensemble directement et on passe à autre chose. J'ai longtemps réfléchi, j'avoue, à quel type d'épisode je voulais vous présenter comme tout premier épisode, et j'insiste bien sur le tout premier puisque le précédent c'était un poste de présentation, c'était important pour moi, mais bon c'est pas un vrai épisode de podcast. Donc j'ai beaucoup réfléchi à quel épisode j'avais envie de vous présenter, et du coup ça a été compliqué pour moi de vous proposer autre chose que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que le sujet que l'on va aborder ensemble à présent est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui représente très bien mon entreprise, je trouve. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de commencer par là, même si c'est pas forcément l'épisode le plus facile pour moi. Quand je dis que ce n'est pas l'épisode le plus facile, c'est parce que j'ai décidé 2 choses. La première, c'est d'aborder un sujet qui va être un peu touchy et qui va potentiellement créer des divergences d'opinion, disons, et donc potentiellement ça va pas forcément être très simple à aborder, mais aussi parce que il faut savoir que je suis une perfectionniste chronique et que j'ai tendance à faire et à refaire encore mon contenu. En particulier, je pense à mes articles sur Facebook qui sont longs et qui sont revus, relus, réécrits, décantés avant d'être postés. Et donc je pourrais avoir tendance à faire la même chose sur ce podcast, à vous proposer des épisodes soit très lissés pour être sûr de ne froisser personne, soit très propres, très épurés, faits et refait encore en mesurant chacun de mes propos au point de tomber dans quelque chose de très robotique. Et donc ce podcast, c'est une énorme sortie de ma zone de confort. Je m'excuse donc d'avance si potentiellement j'ai des maladresses de propos ou si j'utilise des termes qui ne sont pas forcément très justes. Mon but ici est simplement de venir réfléchir avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. Enfin, et c'est la fin de mon disclaimer promis, je tiens à le dire et je le redirai très très souvent, ça pour le coup, je ne suis en opposition avec personne, je ne critique personne, je ne propose que mon modeste point de vue. Je tiens à le présenter avec un peu de dynamisme et un peu de vie dans mon podcast, mais le but n'est pas du tout de se mettre en opposition avec qui que ce soit, donc s'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le but est simplement de venir réfléchir ensemble à un sujet qui me tient à cœur. Voilà, ceci étant dit, on va commencer ensemble l'épisode du podcast avec ce thème qui est la nuance et la mesure. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi j'ai envie de parler de ça et en quoi c'est touchy, mais vous allez voir que potentiellement les sujets que je vais aborder le sont un petit peu. Déjà, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on vienne définir ensemble ces 2 termes. Alors, l'idée est simplement, et ça vous le verrez, je le fais souvent dans mes posts et je le ferai aussi souvent dans ce podcast, l'idée est simplement de venir creuser un sujet et donc déjà de s'assurer qu'ensemble on a la même définition de celui-ci, puisque les termes sont usés, réusés, utilisés à tort et à travers parfois, à tel point qu'on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Du coup, j'aime bien redonner la définition du terme, ça me permet de partir sur une base saine avec vous et que l'on sache exactement de quoi on parle. Donc, quand je parle de nuance, je parle de l'état intermédiaire par lequel on peut passer, soit nous, soit quelque chose. En gros, je parle de différences subtiles. Quand je parle de mesure, je parle de modération dans le comportement. Donc voilà ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de différences subtiles et de modération dans le comportement prioritairement. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que c'est absolument nécessaire dans notre métier et dans notre approche du chien de faire preuve de nuance et de mesure. Vous allez potentiellement être déjà d'accord avec moi, de me dire « Bah écoute Céline, c'est bon, t'es bien gentille, mais évidemment qu'il faut faire preuve de nuance et de mesure dans notre métier, c'est super, mais enfin, c'est pas très important. » Pour moi, ça l'est beaucoup, et c'est pour ça que je veux commencer par ça aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que faire preuve de nuance et de mesure, c'est forcément moins facile qu'avoir un propos fixe et immuable, et ça attire moins les gens.
On peut le voir assez facilement, en particulier sur les réseaux sociaux, mais un post qui a un propos fixe, immuable, très ancré, très assumé, très fort, aura tendance à attirer plus facilement les gens. C'est beaucoup plus facile en fait d'être d'accord avec un propos si ce propos est très carré. Au moins, on se dit que voilà, le cadre dans lequel on navigue est assez simple à comprendre, ça évite d'être trop angoissé par rapport à l'espace autour de nous, donc on se dit ok, la réalité c'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, faire preuve de nuance et de mesure, c'est moins facile qu'un propos fixe, mais c'est beaucoup plus réaliste, bien entendu, puisque ça n'enferme pas le vivant dans des cases. Le vivant n'aime ni les cases, ni la rigidité, ni l'immuabilité. C'est vraiment un aspect qui me tient beaucoup à cœur, surtout à une époque où on parle beaucoup de méthodes, d'approches qui sont très rigoureuses et qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Même peu importe le nombre de chiens, c'est toujours plus ou moins la même méthode qui est appliquée. Moi, ça me tient à cœur de ne pas entrer là-dedans parce que j'estime que les personnes que j'accompagne et les chiens que j'accompagne sont des individus uniques et donc me baser sur des méthodes toutes faites ne me correspond pas vraiment. Je ne juge pas ceux qui le font, mais moi ça ne me correspond pas. Également, faire preuve de nuance et de mesure, c'est plus chiant parfois. Alors, je fais partie de ces personnes extrêmement reloues, de ces professionnels extrêmement pénibles qui ont tendance à beaucoup sortir l'intitulé « ça dépend ». Cette phrase, j'avoue que je l'aime énormément, je m'en sers à tort et à travers, elle me tient beaucoup à cœur parce qu'elle vient créer justement, encore une fois, de la nuance, et du coup ça peut être un petit peu chiant. Ça peut être chiant pour les personnes que j'accompagne qui pourraient potentiellement avoir besoin d'un propos qui soit très carré, très assumé, et qui soit très linéaire en fait. C'est comme si, c'est comme ça, voilà, le chien est aussi simple que ça. Malheureusement non, le chien n'est pas aussi simple que ça. C'est plus chiant également parce que ça implique que pour les personnes qui font preuve de nuance, leurs textes, leurs écrits, leurs propos sont plus longs. C'est plus chiant à lire, je le comprends. Moi qui suis la première à vous écrire des gros pavés sur ma page, je comprends que parfois ce soit pénible à recevoir de se dire que je vais devoir lire tout ça pour un propos qui paraît si simple, mais en réalité, on peut difficilement faire autrement. Également, faire preuve de nuance et de mesure, c'est plus chiant parfois parce que ça implique d'avoir des réflexions poussées. On ne peut pas juste se dire, ok, c'est un chien de tel âge, de telle race, ok, c'est super, j'ai ma méthode. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc ça demande d'avoir des réflexions qui vont plus loin, ça demande d'avoir des plans d'entraînement qui vont plus loin aussi, bref, c'est plus chiant, qu'on se l'accorde. Mais c'est beaucoup plus juste parce que ça se base sur l'individu avant tout. Faire preuve de nuance et de mesure, j'estime que c'est important car de mon point de vue, il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne pétrie de certitude. Et je pèse mes mots en le disant, pour moi il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne pétrie de certitude. Pas une personne qui a quelques certitudes sur certains aspects de sa vie, une personne qui en est pétrie, qui a intégré en fait des faits, en tout cas des perceptions personnelles et qui en a fait des faits et qui ne s'en sort plus, qui ne sort plus de cette zone-là. Et donc c'est une personne qui potentiellement va être soit dans des approches qui vont être très anciennes et qui ont été remises en question depuis, mais cette personne n'aura pas été capable de se remettre en question parce que la certitude l'en empêchera. Ou alors, comme je le disais préalablement, on va être potentiellement face à une personne qui aura pris sa perception personnelle du monde comme un fait et qui ne remettra plus ça en question. Et pour le coup, j'aime beaucoup cette phrase qui vient de la PNL. Alors je ne suis pas du tout formée en PNL, en l'occurrence, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit que la carte n'est pas le territoire. Et je trouve que pour le coup, une personne qui est pétrie de certitude part du principe que sa propre carte fait le territoire, part du principe que sa perception personnelle du monde est la vérité absolue, et pour moi, c'est particulièrement dangereux. Également, faire preuve de nuance et de mesure, j'estime que ça permet d'éviter des erreurs drastiques, des erreurs qui pourraient vraiment porter préjudice à l'individu. Et pour vous parler de cet aspect-là, j'aimerais vous parler d'une situation qui m'a été énoncée par mon responsable de formation pendant mon DUT. Je vous en ai parlé brièvement lors de l'épisode pour me présenter. Et donc, notre responsable de formation a mis en avant une situation qui lui est arrivée, et j'aimerais vous la partager, en sachant que, bien entendu, je ne vous partage que un souvenir que j'ai de ce retour-là, mais je trouve que c'était vraiment très intéressant et ça m'a beaucoup marqué. Donc notre responsable de formation avait accompagné il y a plusieurs années un jeune homme autiste qui ne parlait pas, il était complètement mutique et il avait tout essayé, en tout cas essayé dans le panel de toutes les compétences qu'il avait, et il n'avait pas réussi à obtenir de résultats pour que ce jeune homme puisse communiquer verbalement et faire comprendre ses besoins à sa famille. Donc ce responsable de formation est allé voir les parents de ce jeune homme et leur a dit que leur fils ne parlerait jamais. Donc il a posé une certitude, il a posé un propos très ancré et avec là pour le coup aucune nuance, aucune mesure, et leur a dit que leur fils ne parlerait jamais. Et quelques années plus tard, il a rencontré ce jeune homme qui était tout à fait capable de parler, et il s'est rendu compte qu'il avait pris ses propres limites de compétences, il avait pris ses propres limites de perception du monde comme une réalité, et donc il s'était retrouvé à mettre un coup près sur la situation de ce jeune homme, alors qu'en réalité, avec une autre personne, ce jeune homme a trouvé des solutions pour pouvoir se faire comprendre verbalement.
Petite parenthèse étant dite, je vous partage ce témoignage-là parce que moi, il m'a fait écho à l'époque, mais qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas du tout l'intention ici de rentrer dans un débat autour de l'accompagnement des personnes autistes. Je trouve qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus et je n'ai pas la légitimité d'en parler. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse, j'espère que ça ne froissera personne, mais cette histoire-là m'avait beaucoup touchée, m'avait beaucoup parlé sur le fait de faire attention à ne pas poser un coup près sur un individu et à éviter justement de faire des erreurs drastiques en oubliant en fait de faire preuve, encore une fois, de nuances et de mesures. Enfin, et là on va être sur un sujet, on y arrive, sur un sujet touchy, on va éviter, en faisant preuve de nuances et de mesures, encore une fois, je vais beaucoup les répéter, la répétition fait l'intégration de l'information, la nuance et la mesure évitent les guerres de clochers et l'entre-soi délétère. En effet, et je pense que même si vous n'êtes pas forcément dans le milieu du chien, vous le voyez assez facilement qu'il y a en gros des grandes écoles, des grands dogmes, des grandes paroles autour de l'éducation canine et chacun ensuite va se rapprocher d'une de ces écoles selon ce qui lui parle le plus à l'instant T. Et le problème qui se passe, c'est que généralement, on risque de cristalliser des pensées, donc c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une propre perception du chien, donc en gros notre propre carte de ce qu'est le chien, de cristalliser nos pensées dessus et de refuser ensuite de sortir de cette cristallisation, parce que faire preuve de nuance, c'est potentiellement être un petit peu en accord avec une autre école qui ne nous correspond pas du tout, et ça on a tendance à le refuser par ego et ensuite on n'arrive plus du tout à sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que régulièrement sur ma page, par exemple, j'avais tendance à dire que je suis tout à fait confortable à l'idée de discuter avec des pros de tous horizons, même des pros en coercitif, oui, parce que je pense que par moment, sur certains aspects, ils peuvent potentiellement avoir un propos, un point de vue, une idée qui pourrait m'intéresser et qui pourrait me faire évoluer dans ma perception du chien et qui pourrait me permettre d'agrandir ma carte qui représente mon territoire. Donc attention à ça aussi. Faire preuve de nuance, faire preuve de mesure, ça évite justement d'entrer dans ces guéguerres de clochers qui personnellement à la fois m'embêtent un peu et ça a tendance à m'agacer en plus parce qu'il est arrivé régulièrement qu'on me dise « Oh regarde Céline, telle personne, elle a dit ça, viens, en gros viens, on va lui taper dessus quoi ». Non, je n'entrerai jamais là-dedans qu'on se le dise, je l'ai déjà dit sur ma page et je le redis ici, je n'entrerai jamais là-dedans parce que je ne veux pas rentrer dans ces guéguerres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du chien, je n'ai pas de temps à dépenser, à taper sur les autres pros, je suis désolée. Voilà, ceci étant dit, on peut passer à autre chose. Maintenant que je vous ai fait cette introduction sur ce que représente pour moi la nuance et la mesure et pourquoi c'est important pour moi d'en faire preuve en fait au quotidien et dans mon accompagnement, j'aimerais vous parler de 3 situations, contextes et objets qui potentiellement pourraient être touchés par ça. Alors je vous ai pris ces 3 exemples-là, mais il y en a beaucoup plus, mais je pense que ces 3-là pourraient être intéressants à aborder ensemble, et encore une fois, on va arriver sur des sujets touchy. Le premier sujet que je veux aborder avec vous, c'est la cage. Attention, ne raccrochez pas, paniquez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que la cage c'est merveilleux et qu'il faut qu'on s'en serve dans tous les contextes. Justement, on va faire preuve ensemble de nuances et de... Oui, mesure, voilà, impeccable. Si vous n'avez pas dit ça avec moi, je me sens extrêmement seule, donc s'il vous plaît, la prochaine fois que je fais ça, vous répétez après moi. Donc, la cage, c'est un objet pour lequel... qui ne me rend pas très confortable. C'est un objet face auquel je ne suis dans l'absolu pas favorable, en tout cas pour un certain nombre de contextes, mais, là encore, c'est pas aussi simple que ça. Parce que la cage, même si je n'aime pas ça, j'aime pas sa tronche, hein. Rien que la tronche de la cage, je n'aime pas ce que ça représente pour moi, je n'aime pas à quoi c'est associé, ça me fait penser aux tigres qui étaient dans les toutes petites cages exiguës dans les cirques, là ça me fait penser à ça à chaque fois. Je n'y arrive pas, c'est un objet qui ne me correspond pas, je ne suis pas à l'aise avec, je trouve ça moche, sans même parler de, de décoration d'intérieur, mais ça joue quand même un peu, je trouve ça moche, bref, je n'aime pas ça. Ceci étant, je m'en sers quasi tous les jours. Encore une fois, s'il vous plaît, on attend 2 secondes avant de jeter des caillasses, et on écoute ce que j'ai à dire. Je m'en sers quasi tous les jours. Je me sers quasi tous les jours de la cage, parce que j'emmène ma chienne en voiture. Alors vous pourriez vous dire, ah ok, super, bah ouais, tu mets ta chienne en cage en voiture. Oui, je me sers de la cage quasiment tous les jours. À partir du moment où j'emmène ma chienne en voiture d'un point A à un point B, que ce point B soit à 600 km ou à 5 minutes en voiture, je mets ma chienne en cage. Et justement, c'est ça qui m'importe. J'aimerais qu'on vienne déconstruire cet objet ensemble et qu'on sorte de l'image qu'on peut potentiellement en avoir, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit associée à l'éducation coercitive ou pas, peu importe l'historique que vous avez avec cet objet, faisons preuve ensemble de nuances et de mesure. Donc, faisons preuve ensemble de ça, en venant questionner le fait que l'objet est le même entre un chien qui serait par exemple en cage 6 heures d'affilée dans sa maison et un chien qui est en trajet en voiture. L'objet est exactement le même. C'est l'image que vous allez en avoir qui va changer. Mais l'objet, lui, n'a pas bougé. Personnellement, si je mets ma chienne en cage en voiture, ce n'est pas pour rien. Mais c'est parce que les crash tests qui ont été faits sur les accidents de voiture montrent que les chances de survie du chien sont exacerbées quand le chien est en cage et pas autrement.
Oui, même un chien qui est attaché avec une ceinture de sécurité n'est pas en sécurité. La seule manière d'avoir un chien qui soit réellement en sécurité en voiture, c'est un chien qui soit en cage et dans une cage homologuée. Je vais essayer de vous retrouver la source de ce que j'avance ici, et si j'arrive à le retrouver, je le mettrai en description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Il y a des vidéos de ça, évidemment pas avec des vrais chiens, rassurez-vous, avec en gros des faux chiens en plastique avec des poids lestés pour que ça fasse le poids d'un chien, et il y a des tests qui ont été faits, et c'est très intéressant à observer. Donc de mon côté, je me sers de la cage, je m'en sers quasiment tous les jours. À partir du moment où j'allume ma voiture et où j'emmène Rune dedans, ma chienne est en cage. Et pourtant, je vais de mon côté refuser de l'utiliser dans d'autres contextes. Par exemple, je refuse de me servir de la cage pour apprendre au chiot à se retenir. Oui, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent des chiots dans une cage, si possible de petite taille, pour que le chiot, en gros, soit dans son panier et pas plus, pour qu'il puisse tenir la nuit sans faire ses besoins. Ça me pose problème, ça me gêne beaucoup, et je n'ai pas envie de faire ça avec mes chiots ou avec les chiots de mes clients, pour la simple et bonne raison que ce sont des bébés, que leurs sphincters ne sont pas matures, et que je ne veux pas qu'on vienne forcer sur ces sphincters parce que le chiot serait trop mal à l'aise à l'idée de faire sur lui. Ça me pose problème, et éthiquement, je trouve ça assez gênant, assez défaillant. Voilà, on va essayer de faire un peu preuve de mesure en l'occurrence, mais personnellement, voilà, ça ne me correspond pas. Également, je refuse de l'utiliser par exemple pour les chiens destructeurs. Je refuse que l'on enferme un chien dans une cage en se disant que vu qu'il détruit quand il est tout seul à la maison, je vais l'enfermer dans une cage, comme ça je suis tranquille. Non, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, pour la simple et bonne raison que là, il ne s'agit pas d'un accompagnement de la problématique, mais juste d'un cache-misère. Si votre chien détruit quand il est seul, il a un problème, il faut accompagner ce problème, la destruction n'est que la conséquence de ce problème. Et du coup, mettre un chien en cage, un chien destructeur en l'occurrence, un chien destructeur en cage quand vous n'êtes pas là, ce serait comme éteindre une alarme incendie alors qu'il y a le feu chez vous. Ok, vous n'entendez plus de bruit, mais vous vous doutez bien que ça ne résout pas le problème de l'incendie qui est derrière. Aussi, je ne suis pas confortable et je ne suis pas d'accord avec l'idée de mettre un chien en cage pour être tranquille à la maison. Oui, ça existe encore, que en gros, quand le chien nous emmerde un peu, on le met dans sa cage, au moins comme ça, il nous enquiquine pas, on le range dans un coin. Notre chien n'est pas un aspirateur robot, ça ne me correspond pas de mettre le chien dans une cage quand on veut être tranquille. Ceci étant dit, il y a d'autres contextes où potentiellement la cage peut être potentiellement intéressante, j'insiste sur les deux potentiellement, et il y a aussi des contextes où j'estime que la cage est même capitale à enseigner et qu'il faut qu'on le fasse pour tous les chiens. Les contextes dans lesquels la cage peut être potentiellement intéressante, ce sont, encore une fois, je vais dire beaucoup le mot potentiellement, je suis désolée mais je vois pas comment dire autrement, ce sont des contextes où on serait dans un foyer multi-chien avec des problématiques par exemple de protection de ressources, et donc ça permettrait de séparer les espaces, mais comme pourrait le faire potentiellement une barrière bébé ou un parc. Encore une fois, ça dépend parce que ça dépend des chiens, il y a des chiens par exemple qui ont une excellente détente et qui vont passer sans aucun problème au-dessus d'un parc ou d'une barrière bébé, et là dans ces contextes-là, séparer les chiens, par exemple lorsqu'on va donner une mastication, ou lorsqu'on va donner les repas, ça peut être intéressant et ça peut éventuellement se faire avec une cage. Si, par exemple, on vit dans un studio 30 mètres carrés, qu'on n'a pas d'autres pièces, on peut pas séparer, et ben on peut le faire comme ça, par exemple. Donc dans ces contextes-là, encore une fois, potentiellement, la cage peut être un outil qui peut être utilisé. Aussi, un autre contexte qui là, pour le coup, est un contexte où j'estime que la cage devrait toujours être entraînée, et là, c'est mon côté instructrice en soins coopératifs et éducatrice spécialisée dans l'entraînement aux soins qui vous parle. L'un des contextes qui est très important pour enseigner la cage à votre chien, c'est le contexte vétérinaire. En effet, votre chien pourrait potentiellement avoir des problèmes de santé et ça, malheureusement, vous n'aurez pas de contrôle dessus, vous n'aurez pas la main mise sur cet aspect-là. Donc votre chien peut potentiellement avoir des problèmes de santé et ces problèmes de santé-là peuvent potentiellement impliquer que votre chien va devoir rester en observation chez le vétérinaire, donc dans un chenil. Et là, le problème qui va se poser, c'est que votre chien, déjà malade, risque en plus de se sentir très mal s'il n'a pas été habitué à être en cage, et donc il risque d'avoir une montée d'anxiété puisqu'il est dans un espace exigu et qu'il n'y a pas été préparé. Donc, à mon sens, il est très important d'entraîner son chien à être en cage. Ça lui permettra d'être au moins un petit peu confortable à l'idée d'être dans un chenil, en sachant que dans le chenil chez le vétérinaire, il y a d'autres enjeux bien entendu qui viennent jouer, comme par exemple la présence d'autres chiens, la présence des aboiements, les odeurs, la présence de chats potentiellement, etc., etc. Bien entendu, ce n'est pas aussi simple que ça, et encore une fois, ça dépend, mais c'est important quand même. Et par rapport à ça, je pense également à, il me semble que c'était une comportementaliste équin, pour le coup. Alors, je ne me souviens plus de son nom, je m'en excuse. C'était une personne anglophone qui avait fait un article là-dessus, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Elle avait fait un article pour mettre en avant qu'il était ultra important d'entraîner les chevaux à être en boxe. Alors, elle s'était pris des caillasses, bien évidemment, les gens étaient en train de monter au créneau en disant que oui, mais bon, les chevaux, ça doit vivre en prix, c'est quand même un scandale, surtout te connaissant et venant de toi, de mettre en avant les boxes, c'est quand même honteux, c'est pas éthologique, c'est pas tout ce que vous voulez.
Sauf que ce qu'elle a mis en avant, ensuite, déjà dans le post lui-même, si les gens avaient pris 2 secondes pour lire, ils l'auraient su, mais aussi en commentaire, c'était de dire « Mais oui, bien sûr, évidemment que les chevaux doivent vivre en pré, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire, mais demain votre cheval il peut avoir un problème de santé, votre cheval il peut avoir une boiterie, il peut avoir besoin d'avoir un régime d'éviction parce qu'il a un problème digestif, peu importe. Peut-être que votre cheval, à un moment donné dans sa vie, il va devoir être en boxe, et ça, vous n'aurez pas du contrôle dessus. Donc face à cette réalité de terrain, vous avez 2 options. Soit vous décidez de faire l'impasse dessus et faire semblant de ne rien voir, de faire l'autruche, et tant pis, et advienne que pourra le jour où votre cheval devra être en boxe. Soit, à l'inverse, vous faites en sorte d'entraîner votre cheval, peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, et je vous le souhaite, mais le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content de l'avoir entraîné. Et j'étais 1000 fois d'accord avec ce propos, vous vous en doutez. En dehors de cet aspect qui est capital à mon sens, qui est donc d'entraîner son chien à être en cage pour aller chez le vétérinaire, parce que ça peut arriver malheureusement, je pense également que c'est un outil qui est très utile pour les chiens de sport. En effet, ce sont des chiens qui vont avoir tendance à devoir attendre sur les terrains de concours. Ça leur permet d'avoir un espace safe, un espace confiné dans lequel ils sont, dans lequel ils peuvent se reposer. Si le chien a appris à se poser dedans et à dormir et à se reposer, en gros ça devient une chambre portative et c'est ultra pratique, surtout pour les chiens qui vadrouillent beaucoup. Ça permet d'avoir un espace qui leur soit dédié et dans lequel ils peuvent se reposer. Aussi, il y a un autre contexte dans lequel je considère que ça peut être très pertinent d'avoir une cage, et là en l'occurrence je ne parle pas de contexte en extérieur, et je ne parle pas non plus de foyer multi-chiens, mais je parle par exemple de chiens qui sont anxieux, de chiens qui auraient besoin de se sentir en sécurité chez eux, et ça peut potentiellement du coup être intéressant de leur proposer une cage, attention j'insiste, porte toujours ouverte, d'ailleurs faites sauter la porte comme ça vous évitera d'être tenté de fermer cette porte toujours ouverte et avec une couverture sur le dessus. Pour certains chiens anxieux, ça peut être un espace safe, une espèce de terrier dans lequel ils peuvent se cacher et ça peut leur faire beaucoup de bien. Comme vous avez pu le voir, la cage, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas bien ou mal, ça dépend. Ça dépend des contextes, ça dépend des chiens, ça dépend des utilisations, ça dépend de la durée, ça dépend de comment l'a entraîné, bref, ça dépend de beaucoup de choses. Faisons preuve de nuance et de mesure. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous et qui est là aussi un sujet touchy, c'est l'idée qui part du postulat qu'un chien de race égale tel comportement, que telle race égale tel comportement. Alors là encore, attendez 2 secondes avant de me jeter des pavés, vous allez voir, là aussi, on va faire preuve de nuance et de mesure. Déjà, oui, bien sûr, un chien est lié à sa génétique et à sa lignée, oui, et prétendre le contraire est un gros mensonge. Sinon, pourquoi on aurait tant de chiens de races spécifiques qui sont abandonnés chaque année? Pourquoi on ne prend pas un chien que pour sa tronche? Après tout, si tous les chiens sont pareils et que ce ne sont que des skins qu'on peut choisir comme dans les jeux vidéo, ça se saurait, mais admettons, imaginons, pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne prendrait pas un chien que pour sa tronche? Et pourquoi certaines problématiques ont tendance à ressortir plus souvent avec certaines races, mais pas avec d'autres? Donc oui, bien sûr, bien entendu qu'un chien est lié à sa génétique et à sa lignée. Mais un chien est aussi lié à son vécu et à sa personnalité propre, et on peut avoir des variations considérables entre les individus. Par exemple, des chiens de chasse qui ne chassent pas, des chiens de berger qui ne trottent pas, des chiens de race dynamique qui sont placides, etc., etc. Bref, les 2 aspects sont réels, les 2 aspects sont vrais. Et personnellement, j'ai été persuadée des 2 à un moment de mon parcours. Au départ, je partais du principe qu'un chien était un chien, et donc non, la race n'avait pas d'impact dessus, et que les chiens étaient avant tout des individus, et que la race, à part être un skin, ça changeait pas grand-chose. Bon, j'avais tort, hein, spoiler alerte. Et ensuite, j'ai été persuadée que le chien était lié avant tout et plus à sa génétique et à sa lignée, et que les différences individuelles étaient très peu variables. Bon, cette partie-là où j'en étais sûre, ça a duré beaucoup moins longtemps, hein. Ça a duré ça a duré vraiment très peu de temps, mais malgré tout, dans les 2 cas, j'ai eu tort. Dans les 2 cas, si on n'a pas l'autre, en fait, c'est faux, ça ne peut pas marcher comme ça. Le chien est lié à sa génétique, à sa lignée, mais aussi à son vécu et à sa personnalité. Et tout ça est imbriqué, on ne peut pas faire avec l'un ou avec l'autre, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous donner un exemple concret pour ça, je vais vous parler des golden, en l'occurrence, puisque maintenant que j'ai Bidou à la maison, j'ai une petite golden de lignée mixte à la maison. Et pour le coup, s'il y a bien une idée reçue que l'on m'a dit régulièrement, c'était que « Ah mais Céline, pourquoi tu te casses la tête à entraîner une à être soignée? Les golden, c'est les chiens les plus gentils du monde, ça se laisse manipuler, il n'y a pas besoin de les entraîner. » Alors bon, déjà, on va faire l'impasse sur le fait que je ne veux pas juste avoir un chien qui se laisse faire, et je ne veux pas avoir juste un chien qui va subir son soin sans ne rien dire, je vais aller au-delà de ça parce que j'estime que ma chienne mérite mieux. Ceci étant, encore une fois, je ne juge personne, mais j'estime que moi, avec mon parcours, avec mon vécu, avec mon expérience et surtout avec mon statut d'éducatrice spécialisée dans l'entraînement aux soins, ce serait quand même ballot que ma chienne ne soit pas entraînée face aux soins. Enfin, je trouve ça un peu paradoxal.
En dehors de ça, Rune, certes, est une golden, mais elle ne se laisse pas manipuler, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Rune est une chienne, donc golden, donc d'une race qui est connue pour être très mignonne. Elle est née dans un très bon élevage, donc elle a eu un très bon démarrage dans la vie, son éleveuse a fait beaucoup de manipulations. Clairement, j'ai eu un terrain très fertile pour avoir une chienne qui se laisse manipuler. Et pour un certain nombre de soins, c'est le cas. C'est une chienne qui est très mignonne et qui se laisse manipuler sans trop de problèmes. En parallèle, il y a des soins pour lesquels ma chienne me balance les dents à la gueule. Clairement. Et je ne peux pas le dire autrement. Ma chienne me balance les dents à la tronche quand je fais certains soins. En l'occurrence, ma chienne a une dermatite, donc elle a des problèmes de peau, et donc ça lui crée des démangeaisons entre les coussinets en particulier, et ces démangeaisons-là font que Rune n'apprécie pas du tout, mais quand je dis pas du tout, que je touche ses antérieurs. Alors j'ai un peu l'impression d'avoir une redite avec Vulcain qui n'aime pas qu'on lui touche les pattes, mais Rune n'aime pas du tout ça, et donc Rune, contrairement à Vulcain qui hurlait de panique et qui voulait se barrer, et Alaska qui avait tendance à s'inhiber, Rune, elle est pas là-dedans, elle est dans le fight, et du coup elle se dit, puisque tu touches à mes pattes, je vais te défoncer. Donc je n'ai pas envie de rentrer là-dedans avec ma chienne, bien entendu. Donc oui, ma chienne est une golden, mais ma chienne, elle ne se résume pas à sa race, et si je me contente de partir du principe que ma chienne est juste une golden et qu'elle est sympa, et qu'elle va finir par se laisser manipuler, je vais tomber dans l'immersion, on aura l'occasion d'en reparler potentiellement. Ce que ça veut dire, c'est que je vais forcer ma chienne jusqu'à ce qu'elle ne dise plus rien, ce n'est ni éthique, ni enviable, et je ne veux bien entendu pas tomber là-dedans. Donc comme vous pouvez le voir sur cet aspect aussi, oui, un chien de race est potentiellement lié à sa génétique et à sa lignée, mais aussi à son vécu et à sa personnalité. Donc là encore, on va faire preuve de nuance et de mesure, ça dépend. Ça dépend du chien, ça dépend de son vécu, ça dépend de son histoire, ça dépend de ses potentiels traumas, ça dépend des personnes qu'il a rencontrées, comment, pourquoi, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc non, si vous prenez un golden par exemple, ne partez pas du principe que votre chien va forcément être très gentil, très mignon et se laisser manipuler, ce n'est pas forcément vrai. Et pour aller aborder ce sujet d'un point de vue inverse, imaginons que vous prenez, je ne sais pas, un husky, oui, partir du principe que ce chien aura un énorme will to please, donc une grosse envie de travailler avec vous, d'interagir avec l'humain, qu'il va être en gros un border collie avec une dégaine de loup, non. Sincèrement, il y a peu de risques. Donc attention quand même, un chien n'est pas que sa race, mais il est aussi sa race. Enfin, j'aimerais aborder avec vous un dernier sujet hyper touchy, et là pour le coup ça pourrait faire grincer des dents certains de mes confrères et certaines de mes consoeurs. Alors qu'on se le dise encore une fois, je ne juge personne, je ne critique personne, je ne tape sur personne, je ne jette de cailloux à personne, d'accord? Qu'on se le dise, c'est important pour moi de le rappeler. Je veux juste qu'on aborde cette thématique de la mesure et de la nuance, et je trouvais que cette idée-là était intéressante à venir creuser avec vous. Mais encore une fois, je ne tape sur personne, plein de bisous sur vous. Ce troisième sujet, c'est le fait de ne travailler qu'à la caresse. Alors ça, potentiellement, vous l'avez peut-être entendu des fois. Vous entendez parfois des professionnels, ou pas que des professionnels d'ailleurs, qui vont vous dire que eux, ils n'éduquent les chiens que à la caresse. Alors, cette thématique-là, elle part de deux postulats. Le premier postulat est de ne pas entraîner le chien avec des jouets ou de la nourriture. En général, quand on dit « je ne travaille qu'à la caresse », c'est plutôt pour dire par opposition « je ne travaille ni avec des jouets, ni avec de la nourriture », qui sont, pour les personnes qui ont tendance à avoir ce discours-là, qui sont des outils qui ont tendance à, entre guillemets, corrompre le chien. Ça serait des outils qui dénatureraient le chien, les chiens ne sauraient pas réfléchir si on utilise ces ressources. Alors je vais déjà commencer à déconstruire ce premier postulat. À mon sens, ce n'est pas vrai. Un chien sait tout à fait réfléchir si on utilise ses ressources, si on sait bien les utiliser, parce que l'utilisation de la nourriture, des jouets ou de n'importe quelle autre ressource pour travailler avec un chien, ça s'apprend. Et ce n'est pas aussi simple et vraiment pas aussi binaire que juste je prends une croquette et je donne à mon chien si seulement c'est aussi facile. Je ne suis pas d'accord avec ce postulat-là, mais en tout cas c'est généralement celui qui est avancé. Le second postulat qui est avancé, c'est tous les chiens aiment le contact. Parce que je travaille avec la caresse, parce que le chien est un animal tactile, il apprécie le contact, donc je le renforce avec une caresse. Là aussi, je ne suis pas d'accord avec, parce qu'à mon sens, c'est faux. Je ne vois pas comment le dire avec plus de nuances que ça pour le coup, mais tous les chiens n'aiment pas la caresse, ce n'est pas vrai. Tous les chiens n'aiment pas la caresse de façon générale, il y a des chiens qui ne sont pas du tout tactiles et qui n'apprécient pas ça du tout. Il y a aussi des chiens qui n'apprécient pas la caresse dans certaines situations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un chien qui est très câlin en intérieur, mais qui ne l'est pas du tout en extérieur. C'était par exemple le cas de Vulcain. C'était un vrai pot de colle à la maison, il adorait les caresses, il adorait le contact, mais en extérieur, il était tellement noyé dans son environnement, c'était tellement difficile pour lui, qu'il m'avait exprimé de façon très claire et qu'il m'avait dit aussi en comme animal qu'il ne voulait surtout pas que je le touche parce que le toucher, c'était venir rentrer dans sa bulle et c'était quelque chose de très difficile à vivre pour lui. Donc on peut aimer les contacts et aimer les caresses à un moment donné de sa vie ou à certains moments de son quotidien et ne pas aimer dans certains autres contextes et c'est complètement normal. Et là, je ne parle même pas d'autres profils de chiens, c'est-à-dire des chiens qui ont des douleurs, des chiens qui ont un passif, enfin peu importe, mais il y a aussi d'autres cas où, bien entendu, mon propos, je pense, là a aussi du sens, mais
pour le simple fait d'aimer ou pas le contact, je vais vous donner simplement cette image. Imaginez que vous allez dans un salon et vous allez vous faire masser par un professionnel ou une professionnelle qui vient vous faire un massage. Là, potentiellement, vous êtes dans un contexte où vous avez choisi d'être là et choisi de vous faire toucher par une personne inconnue. Et là, vous êtes consentant ou consentante, il n'y a pas de problème, vous êtes d'accord pour vous faire toucher. Si cette même personne dans la rue, dans le métro, commence à vous tripoter au niveau des lombaires ou même sur le bras, vous n'allez pas du tout apprécier et potentiellement vous allez lui coller un pain. Et pourtant, c'est la même personne, c'est le même contact, mais c'est pas le même contexte. Et ce serait complètement normal, ça ne vous viendrait pas à l'idée de juger d'une personne qui s'est rebiffée contre une autre dans le métro parce qu'elle s'est fait toucher par un inconnu. Et à l'inverse, potentiellement, ça ne vous viendrait pas à l'idée, sauf traumatisme bien entendu, de coller un pain au masseur ou à la masseuse que vous avez appelé pour vous masser parce que la personne vous a touché et qu'elle vous a demandé votre consentement avant. Bien entendu, encore une fois, ça dépend, et là en l'occurrence, ça dépend des situations, des contextes, des chiens, ça dépend de plein de choses. Aussi, j'aimerais mettre en avant que la relation, ce n'est pas que du contact physique. Alors, bien entendu, attention, je simplifie un propos, je sais que les personnes qui ont tendance à dire qu'elles ne travaillent qu'à la caresse, en réalité ne travaillent pas que à ça. Mais c'est justement la phrase que je n'aime pas, cette phrase qui a tendance à manquer, en l'occurrence, encore une fois, de nuances et de mesures, et qui a tendance à partir du principe qu'en fait, on ne travaille que avec ça. Et je trouve ça très dommage, parce qu'en fait, la relation, le lien avec notre chien, ce n'est pas que du contact physique. C'est de l'attention, ce sont des émotions positives qui sont partagées, ce sont des moments de jeu aussi potentiellement, ça peut être du gain de ressources, par exemple. Alors, je ne parle même pas de bouffe, je ne parle pas de bouffe ou de jeu, mais le simple fait que... alors, de bouffe si, parce que vous êtes la personne qui nourrit le chien, donc dans l'absolu, ça crée la relation aussi, que vous le vouliez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, le simple fait de donner la gamelle à votre chien tous les soirs, bah forcément, ça vient influencer votre relation par un biais ou un autre. Donc j'estime que la relation, ce n'est pas que du contact physique, ce n'est pas aussi simple que ça, et donc de venir résumer son approche à « je ne travaille qu'à la caresse », je trouve ça dommage. Encore une fois, je ne suis pas là en train de taper sur ceux qui font ça. Sincèrement, je vais pas dire « je m'en fous », c'est pas ça, mais je suis pas là pour venir taper sur qui fait quoi, c'est pas le problème. C'est la phrase qui me pose problème. Elle me pose problème parce que, encore une fois, elle manque de nuances, elle manque de mesures, elle est trop catégorique, et elle vient simplifier à l'extrême les chiens. C'est pas leur rendre service, en fait, de dire que tous les chiens aiment le contact, parce que du coup, on va se retrouver avec des chiens qui n'aiment pas ça, ou des chiens qui ont été traumas du contact, que les gens vont continuer à tripoter en se disant « mais si, tous les chiens aiment le contact », jusqu'au jour où le chien va les bouffer parce que, ça fait 75 fois qu'il dit « mais arrête de me toucher, j'ai pas envie », et que la personne part du principe que « si, tous les chiens sont censés aimer le contact, et je suis censée te récompenser avec ça ». Donc cette phrase me pose problème, mais encore une fois, je ne tape pas sur les personnes ou sur les pros qui disent cette phrase-là, c'est la phrase que je vise, pas les personnes. Personnellement, j'ai tendance à considérer que tant que notre approche, notre travail et les outils qu'on utilise respectent les 3 intégrités, c'est-à-dire l'intégrité physique, émotionnelle et mentale de notre chien, que ça respecte son environnement, et donc en l'occurrence aussi les membres de son foyer bien entendu, il est où le problème? À partir du moment où notre chien ne monte pas dans les tours quand on lui lance une balle, ou que ça ne pose pas de problème d'un point de vue physique, évidemment on ne va pas lancer une balle à un chien gériatrique qui a des problèmes d'arthrose, évidemment, on peut lui donner des friandises sans qu'il devienne complètement déboulonné devant une knacky. Je vois pas où est le problème en réalité. Je pense qu'au contraire, il ne faut pas se baser sur une méthode, mais plutôt sur le chien. C'est quoi qui lui ferait plaisir à lui, cet individu spécifique? C'est quoi qui lui donnerait envie de revenir au rappel? C'est quoi qui lui donnerait envie de rester couché patiemment sur son tapis ou de, au moins, ne serait-ce que ça, ne pas quémander à table alors qu'il y a des trucs quand même vachement bons sur la table, ça pourrait être super d'aller bouffer ou de venir monter dessus pour les choper. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qu'il aimerait lui, ce chien, cet individu spécifique, pour faire ce qu'on lui demande et qui est, pour la plupart du temps, qu'on l'admette ou pas, qu'on le veuille ou pas forcément lié à son état de nature, à son état de chien. Malheureusement, nos chiens sont des individus qui vivent dans un milieu avant tout humain, ils doivent apprendre des choses qui les dépassent un peu parfois, donc à mon sens, c'est quand même important de se baser sur ce qu'il aime lui pour l'aider à comprendre tout ça, et pour l'aider à apprendre, encore une fois, avec plaisir, comme je le disais dans ma présentation. Je pense que c'est hyper important d'apprendre avec plaisir, c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour nos chiens, donc je ne vois pas où est le problème d'utiliser des outils quels qu'ils soient, à partir du moment où votre chien aime ça. Mais à l'inverse, parce que, encore une fois, on va faire preuve de nuance et de mesure. Je ne suis pas que en train de taper sur cette phrase, encore une fois sur la phrase, pas sur les personnes. Je ne suis pas que en train de taper sur la phrase. À l'inverse, si par exemple on utilise que la nourriture ou le jeu, il y a un problème aussi. C'est-à-dire que, elle est où la relation? Il est où le lien, le dialogue? Si en gros on est juste des distributeurs à bon bec, qu'on ne regarde jamais son chien, qu'on se contente de lui balancer une croquette quand il fait le comportement qu'on veut sans jamais venir interagir avec lui ou venir avoir du lien avec lui, on est dans un autre extrême et c'est pas sain non plus. Donc encore une fois, faisons preuve de nuance et de mesure, c'est pas aussi simple que ça, nos chiens sont des animaux bien plus complexes que ça, donc veillons, s'il vous plaît, à ne pas les insulter en partant du postulat que nos chiens sont forcément des animaux qui aiment forcément la caresse ou forcément les knackis. Dans les 2 cas, j'estime qu'on n'est pas dans le juste, dans les 2 cas on est dans un extrême, et ce n'est jamais très très sain. Voilà, j'espère que vous ne m'avez pas lancé de caillasse virtuelle, j'aurais mal à mon âme.
J'espère que ça n'a pas été trop difficile à entendre de ma part, j'espère que j'ai fait preuve, encore une fois, de nuance et de mesure dans mon propos, mais en gros, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut, garder en tête à la suite de cet épisode, c'est que je considère que l'on doit faire attention à faire preuve de modération dans notre propos, dans notre comportement, et à s'assurer que l'on considère l'individu qui est face à nous comme un individu unique, et qu'on ne le résume pas à sa race, à sa génétique, qu'on ne le résume pas à son passé non plus, qu'on ne résume pas les approches que l'on va utiliser ou les outils qu'on va utiliser en se disant que celui-là c'est forcément mauvais, celui-là c'est forcément très très bien. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, des exemples, j'aurais pu vous en donner 50 autres, hein, mais je pense que l'épisode est déjà suffisamment long comme ça. Donc merci déjà de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous m'avez écouté jusqu'au bout, envoyez-moi Tagada en commentaire, s'il vous plaît. Je pense que je vais manquer de sucre après ce podcast-là qui a été très long pour moi à enregistrer. Donc, en tout cas, la seule chose que je veux que vous gardiez en tête, c'est que quand on vous propose une approche, quelle qu'elle soit, qu'on vous propose un point de vue sur un objet, quel qu'il soit, qu'on vous propose, en fait, quoi que ce soit, en fait, comme point de vue sur le chien, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous essayiez de vous assurer que la personne qui est face à vous fait preuve de nuance et de mesure. Est-ce que cette personne vous dit parfois, ça dépend? Est-ce que elle vous dit, oui, mais pas dans ce contexte-là? Est-ce que, bref, cette personne fait preuve de nuance, ou est-ce que c'est très catégorique? Et dans ce cas-là, attention, parce qu'on est peut-être encore une fois, hein, face à une personne qui est pétrie de certitude, et ce n'est pas forcément très sain, ni pour vous, ni pour votre chien. Et ça, c'est valable peu importe les approches, encore une fois, hein. C'est-à-dire qu'on soit qu'on s'étiquette en positif, pas positif, coercitif, pas coercitif, c'est même pas la question. Il faut faire attention quand même à ne pas tomber dans les filets de personnes pétries de certitude, ce n'est pas forcément très sain, ni pour vous, ni pour votre chien, ni même pour cette personne qui ne va pas remettre en question son point de vue si on ne la remet jamais en question. Voilà, j'espère que c'était confortable pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que ce podcast, il soit créé ensemble, qu'on le construise ensemble, et que je puisse avoir bien vos feedbacks pour qu'on puisse créer un espace safe pour tout le monde, et donc pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que vraiment pour cet épisode, j'ai fait preuve de nuance, et vous connaissez la chanson, de mesure. J'espère que ça a été confortable pour vous encore une fois, et sur ces paroles, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens. Des bisous sur vos truffes!